Dans l'entrepreneuriat, tu es sûr que les salaires de tes collaborateurs et le tien seront payés à la fin du mois. Quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout le même niveau de stress. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. À mes côtés aujourd'hui, Maxime Baffer qui est fondateur de la société Bluedigo. Salut Maxime, comment tu vas ? Eh ben très bien Valentin. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a 30 minutes pour parler de Bluedigo, de parler de ton parcours, parler de ton profil. J'ai vu un peu de Publicis si je me trompe pas. J'ai fait 12 ans de Publicis, ouais. Ça nous parle aujourd'hui sur un pote. Est-ce que tu peux, si tu veux bien, pour commencer, nous faire un petit CV, voilà, qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu es parisien d'origine ou pas du tout, qui est-ce que j'ai en face de moi aujourd'hui ? Donc moi, Maxime, j'ai 46 ans, je suis marseillais, mais maintenant, ça fait assez longtemps que j'habite Paris. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Publicis, comme je disais, beaucoup dans le sillage de Maurice Lévy, l'ancien PDG, où j'ai créé des entités à l'intérieur du groupe, dans la com digitale, dans la com pour les PME, et aussi où j'ai créé le salon Vivatech, dont j'ai ensuite dirigé l'organisation pendant 4 ans. Et puis donc j'ai quitté cet univers-là pour rentrer dans un univers totalement différent qui est celui de l'économie circulaire en 2019. Aujourd'hui, Bluedigo, l'accroche, c'est marketplace de mobilier de bureaux reconditionnés. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais à l'intérieur depuis longtemps? Est-ce que c'est une idée qui est arrivée? Tu as vu qu'il y avait de l'attraction et que c'était un sujet qui pouvait prendre? Comment elle est venue cette idée de se dire je passe de l'univers quand même de la tech, des médias, qui est très quand même singulier, à un univers un peu plus concret, pragmatique, de seconde main, de bureau, de reconditionné? Ouais, un peu moins sexy aussi peut-être, mais en fait, je l'ai vu les choses très concrètement. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Moi, comme je disais, j'ai fait beaucoup d'intrapreneuriat chez Publicis où j'ai créé des nouvelles boîtes. J'avais envie de ça et envie de créer ma propre boîte depuis longtemps. Et en travaillant chez Publicis, mais c'est quelque chose qui est assez général dans les grands groupes, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on déménageait, en fait, on mettait à la benne presque tout le mobilier qui était dans les bureaux et qui finissait ensuite soit incinéré, un petit peu recyclé. Donc il y avait un gaspillage absolument gigantesque et parfois il y avait des tours entières de la défense qui sont vidées avec le mobilier qui est en parfait état, qui est souvent des très grandes marques, très solides, qui pourraient durer encore pendant 20 ans, 30 ans sans problème. Et finalement, il manquait un peu une pièce dans le système pour rendre tout ça plus circulaire. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée. J'étais intéressé par ce modèle parce que c'est un modèle d'abord d'entreprise où plus on grandit, plus on a un impact positif, contrairement à beaucoup d'entreprises plus traditionnelles où plus elles grandissent, plus elles ont un impact négatif qu'elles essayent de compenser. Et le deuxième intérêt aussi de ce modèle, c'est que ça nous permet d'avoir des produits qui sont pratiquement 50% moins chers que du neuf, alors que trop souvent, quand on veut acheter écolo, souvent on est obligé de payer 30% plus cher, 40% plus cher. Donc je trouvais que c'était un modèle qui était assez intéressant sur un secteur que je connaissais pas très bien, à part avoir été utilisateur de bureaux. Et c'est comme ça que je me suis lancé en 2019. Aujourd'hui, vous êtes combien, tu m'as dit ? Donc aujourd'hui, Bluedigo, on est 25. Ok. La proposition de valeur auprès des entreprises avec qui vous travaillez, c'est laquelle concrètement ? Qu'est-ce que vous dites à vos clients ? Qu'est-ce que vous leur apportez comme solution ? En fait, nous, notre proposition de valeur, c'est de rendre aussi facile l'achat de mobilier de seconde main que du mobilier neuf. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis dans cette orientation-là, qui veulent faire ce geste, mais qui savent pas forcément où trouver le mobilier, qui savent pas forcément avoir suffisamment de choix, suffisamment de quantité. Nous, l'avantage de notre marketplace, c'est que ça nous permet d'avoir plus de 15 000 produits reconditionnés. Et donc, les entreprises peuvent trouver tout ce qu'ils veulent à un seul et même endroit. C'est quoi la différence qu'on peut avoir chez vous par rapport à une plateforme qui marche très bien, peut-être pas citée, mais de e-commerce Est-ce qu'on vient chez vous vraiment avec une idée en tête ? Parce qu'il y a parfois, on va sur d'autres sites... Le Bon Coin, c'est ça que j'ai en tête et on navigue et c'est un peu le réflexe. Comment on lutte et comment on arrive à s'immiscer dans cet univers-là alors que c'est quasiment instinctif de dire à l'époque c'était un peu plus eBay et là c'est Le Bon Coin. Ok, reconditionné de seconde main, Le Bon Coin, occasion, Le Bon Coin. Comment on arrive à
crée effectivement une présence à l'esprit. Alors, nous, notre spécificité, c'est que comme on est en B2B, on travaille qu'avec les entreprises. Les entreprises, elles veulent plutôt du reconditionné, c'est-à-dire elles veulent pas simplement récupérer le mobilier de façon brute, mais qu'il a été nettoyé, réparé si besoin. Et elles sont pas forcément intéressées par de l'occasion, c'est-à-dire aller juste chercher dans une autre entreprise parce qu'il y a le risque que ce soit sale, il y a le risque que ce soit en mauvais état, et elles ont pas du tout envie de prendre ce risque. Donc nous, on apporte, je dirais, par rapport à des plateformes comme le Bon Coin, justement la garantie que ça a été reconditionné, que ça a été bien fait, que c'est en bon état. On apporte des garanties derrière pendant 12 mois, 24 mois selon les produits. On assure aussi tous les SAV si besoin. Donc pour des entreprises, c'est des garanties qui sont assez fortes, plutôt que d'acheter un peu n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement particulier là sur les 2 dernières années par rapport aux enjeux RSE des entreprises qui prennent beaucoup la parole et communiquent beaucoup? Est-ce que là tu les vois vraiment agir et justement travailler avec vous et mettre en application leurs idées? Oui, c'est extrêmement fort, hein. Nous, on a la chance de pas avoir énormément de problèmes de demande. On a énormément d'appels entrants. On a beaucoup d'entreprises qui nous contactent, d'organisations publiques aussi de plus en plus. Nous, on est vraiment sur un sujet de comment est-ce qu'on trouve les produits, comment est-ce qu'on organise l'offre pour pouvoir justement répondre à cette demande. Mais clairement, en fait, il y a l'aspect écologique qui est le plus fort et qui drive beaucoup d'entreprises. Puis il y a un deuxième phénomène qui est le phénomène un peu du télétravail, qui fait que les entreprises finalement se disent je vais peut-être pas mettre autant d'argent qu'avant dans mon mobilier, puisqu'il va être utilisé juste 60 ou 80% du temps, quoi. Et donc il y a eu un peu une désacralisation des sièges d'entreprises qui est très favorable pour nos produits, qui sont des produits basiques mais solides, quoi. Comment on passe de tête pensante et agissante de Publicis et de Vivatech à, je vais le dire grossièrement, mais acheteur de bureaux et des revendeurs, tu sais, le côté très terre à terre. Comment on prend le temps de se dire, ok, j'ai fait un travail sur moi, je me pose des questions, qu'est-ce qui m'intéresse, où est-ce que je trouve du sens? Ça a été quoi le chemin et la réflexion en interne de se dire, je passe sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est quoi? Je retrouve du sens, je me reconnecte à quelque chose que j'aime. Il y a eu un mélange de choses. Je pense qu'il y avait d'abord le fait que j'avais créé deux boîtes à l'intérieur de Publicis, donc j'avais envie que la troisième soit la mienne. Je sentais quand même ces aspirations des entreprises en termes d'environnement. Et puis donc il y a eu la naissance de mon fils aussi il y a 5 ans, qui je pense forcément c'est toujours un moment où tu te dis quel type de planète je vais laisser, dans quel monde est-ce qu'il va grandir, ce qui est assez banal en fait, mais du coup c'est un peu ce mélange de facteurs. Et après, moi, j'ai toujours été très curieux. J'ai toujours aimé plonger dans j'ai fait des études qui correspondaient pas du tout à la com. Ensuite, je suis allé. Tu as fait quoi? Alors, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait Sciences Po et j'ai fait l'ENA aussi. Donc, je travaillais pendant 4 ans pour le ministère des Finances avant de partir chez Publicis. Donc, moi, j'ai toujours aimé replonger dans des nouveaux univers, découvrir, comprendre un peu les logiques. Et c'est pour ça que ça m'a pas, même si le choc a été quand même extrêmement violent quand je suis passé d'un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes à ma petite boîte, j'avais aussi très envie de découvrir ça, quoi. Qu'est-ce qui change foncièrement entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est la structure un peu rassurante et financière, et en même temps il y a peut-être un peu plus de liberté aussi? Qu'est-ce qui change? Dans l'intrapreneuriat, tu es sûr que les salaires de tes collaborateurs et le tien seront payés à la fin du mois, puisque c'est dans le cadre d'un groupe qui assure les salaires. Ce qui est, quand tu y es, tu te rends pas compte de l'avantage que ça représente quand justement tu n'es plus sûr que les salaires soient payés et que tu as des problèmes de trésorerie, que tu as des stress par rapport à ça, des clients qui mettent du temps à te payer. Donc c'est pas du tout le même niveau de stress, et malgré tout, je pense aussi que ça c'est le côté négatif. Sur le côté positif, tu as beaucoup plus de liberté quand tu es entrepreneur de ta propre boîte. Quand tu es intrapreneur, tu évolues quand même toujours dans un groupe et tu dois toujours gérer tout un certain nombre de choses par rapport au reste du groupe. Donc il y a plus de liberté, mais il y a quand même aussi beaucoup plus de stress, quoi. Le stress, comment tu le gères? Est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte tous les jours? Et comment on gère ça? Est-ce que tu as peut-être des gimmicks? Est-ce que tu as un état d'esprit? Est-ce que tu as des manières de faire?
Alors, je dirais, nous, nous, on a réalisé 2 levées de fonds qui nous ont permis de grandir, et à chaque levée de fonds, quand même, tu t'es un peu plus sécurisé sur le business, puisqu'il y a d'autres personnes qui font confiance, qui sont prêts à mettre de l'argent dessus. J'ai honnêtement aucune technique particulière pour le stress. J'essaie de faire beaucoup de sport, j'essaie un peu de déconnecter et tout. Mais en même temps, c'est vrai que j'avais jamais connu ce niveau-là, et pourtant, j'ai fait de l'événementiel. J'ai fait de l'événementiel à très, très grande échelle, donc c'est aussi assez stressant, mais voilà, là, c'est vraiment autre chose, quoi. Et est-ce que le doute fait partie aujourd'hui de ton quotidien? Si oui, comment tu le gères? Est-ce que c'est un doute qui t'amène à évoluer rapidement et qui te pousse un peu, ou est-ce que c'est un doute qui peut parfois te bloquer sur des prises de décision? C'est le doute de manière générale, comment tu le gères? Alors, je pense que le doute, ça fait vraiment partie, surtout quand tu construis quelque chose de nouveau dans un secteur qui est un peu nouveau, etc. Moi, je trouve que ce qui est intéressant quand tu es dans une startup aussi, c'est que tu as quand même beaucoup de liberté pour lancer des nouvelles choses, tester des nouvelles offres, créer des trucs, etc. Donc, le doute, tu peux finalement plus facilement le lever, parce que tu te dis demain, je vais faire tel type d'offre ou tel tarif, etc. Et puis tu vois si ça marche ou pas. Ça c'est très enrichissant, je trouve, en fait. Plutôt que de te dire finalement, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et comme tu es dans un grand groupe, tu as des contraintes. Voilà, là c'est quand même plus libérateur. Ouais. Qu'est-ce qui te manque peut-être, au-delà du salaire et de la sécurité, mais qu'est-ce qui te manque par rapport à ta vie d'avant et l'univers d'avant? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est l'équipe qu'on a réussi à construire, en fait, parce que j'ai la chance qu'il y avait une petite équipe qui travaillait avec moi à Vivatech qui m'a suivi, et on avait un esprit très très sympa, de certaines camaraderies, etc. Et qu'on a réussi à conserver malgré l'augmentation de la taille de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et le fait de pouvoir avoir justement ce côté humain et d'entreprise à taille humaine, c'est très 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 important. Par rapport notamment, alors je dis pas ça spécialement pour Publicis, mais il y a des groupes qui disent que sont très humains, qui sont très axés sur l'humain, puis la réalité fait que c'est pas du tout le cas. Là, à notre échelle, je pense qu'on a vraiment une petite communauté qui est extrêmement positive. Après, moi, ce qui me manque le plus, c'est que je pense que tu es malgré tout quand même très isolé quand t'es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur de start-up avec une nouvelle offre, la chance que tu as, c'est que tu peux rencontrer quand même facilement un peu de monde, mais c'est toujours un peu les mêmes personnes, quoi. C'est soit des clients, soit des fournisseurs, soit des investisseurs, ce qui est déjà pas mal. Mais je trouve que quand j'étais chez Publicis, j'avais vraiment une diversité de gens que je pouvais rencontrer qui était plus grande, et c'est peut-être ça qui me manque un peu, ouais. C'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Moi, j'aimerais bien te poser une question qui nous tient à cœur. Si tu devais recroiser le Maxime il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais de créer sa boîte tout de suite, en fait, et de pas attendre. J'ai vraiment énormément aimé mes années chez Publicis, et j'ai fait vraiment des trucs passionnants. Et je pense que c'est toute cette expérience qui aussi me rend meilleur aujourd'hui. Malgré tout, j'avais toujours eu cette idée d'entrepreneuriat dans la tête, et j'ai beaucoup hésité parce que c'était pas forcément dans ma culture, parce que j'étais dans des structures et tout qui me portaient, donc je me suis laissé aussi un peu porter. Mais je pense que le plus tôt on commence, le plus tôt on comprend les difficultés, comment ça marche, le mieux c'est. On a moins aussi d'enjeux parce que si tu plantes ta boîte, je pense à 25 ans, c'est moins grave en termes de statut, en termes de problèmes d'argent, etc. que quand on a 45, que t'as une famille et tout, etc. Donc moi, ce serait plutôt ça que je dirais. Je pense que vraiment, si les gens sont... C'est pas fait pour tout le monde, vraiment, l'entrepreneuriat, mais si les gens qui sont attirés par ça, il vaut mieux essayer de s'y confronter le plus vite possible, je pense. Donc, il y a plus d'enjeux. C'est intéressant, c'est différent de comparer entre un profil qui est sorti d'école, qui est jeune, qui effectivement a pas grand-chose à perdre, à mettre en danger, qui veut lancer sa boîte, et qui en même temps va peut-être y passer 1 an, 2 ans, un peu à vide si ça marche pas, et qui aura pas fait de cash, et qui aura peut-être pas forcément de
de quoi rebondir, même s'il y a un peu moins de risques, versus effectivement un profil plus comme le tien qui des choses un peu plus ancrées, à risquer, c'est-à-dire la vie de famille, etc., mais qui en même temps a peut-être un bagage un peu plus solide en termes de finances qui peut permettre de durer au début, tu sais, le moment où c'est très dur et qu'on charbonne très fort. C'est intéressant d'avoir les deux, parce qu'on dit souvent, et moi j'aime beaucoup ton profil aussi, c'est parce qu'on nous dit souvent, là les profils qu'on reçoit qui sont entrepreneurs, il y a beaucoup ce profil, voilà, école de commerce, 25 ans, qui monte le projet. Mais je trouve aussi que c'est hyper intéressant de recevoir d'autres profils qui ont déjà monté des boîtes dans des grands groupes ou qui ont déjà des choses à risquer, entre guillemets. Non, et du coup, vrai. la décision n'est pas la même. Et être entrepreneur à 25 versus 45, c'est pas la même chose aussi. Oui, je dirais ma réflexion, c'est aussi pour les gens qui ont mon âge et qui sont dans des boîtes et qui se posent des questions, qui ont envie d'essayer. Je trouve que d'une façon générale, on accorde un peu trop d'importance sur l'existence, sur ce qu'on a, et donc du coup on se dit le risque qu'on prend, etc. Oui, bien sûr, il y a des risques, mais il y a aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus valorisé l'entrepreneuriat qu'avant. Il y a des possibilités de rebondir, et clairement, moi, mon expérience, elle me sert tous les jours sur plein de sujets, et je pense que c'est ça qui explique aussi une partie de la réussite de la boîte. Pour autant, je pense que voilà, c'est quand même beaucoup des difficultés spécifiques. C'est comme on en parlait tout à l'heure sur le stress, etc. Donc, à mon avis, il vaut mieux quand même, si on a ça dans la tête, il vaut mieux essayer assez vite pour voir si vraiment on aime ça et qu'on se voit toute sa vie là-dedans, ou si finalement on s'est trompé et il vaut mieux faire autre chose, quoi. Donc comment on sait, on teste, parce que il y a aussi c'est assez fantasmagorique, hein, le côté entrepreneurial. Il y a beaucoup de gens qui se projettent dessus sans forcément être en capacité de le faire. Et à l'inverse, on te vend énormément le salariat en France et parce que c'est confortable, hein. Et toi, t'es un peu perdu, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc, pour savoir, faut tester. Oui, et je trouve que vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens qu'avant pour tester. Tu vois, pour créer une entreprise, tu as beaucoup d'outils qui existent déjà. Tu as, pour toute la partie techno, tu as tout ce qui est no-code. Je sais pas si tu connais, mais donc qui te permet de créer assez vite des applications, de faire des premiers tests. Ce que je veux dire, c'est que le coût de démarrer, de tester, etc., ça a énormément baissé, je trouve, par rapport à ne serait-ce qu'il y a 10 ans, 20 ans. Donc ça vaut le coup, quoi. C'est la meilleure façon de faire. Tu me parles de coûts, mais vous, la boîte que vous avez lancée, il faut quand même un peu de cash, il faut quand même un peu de trésor pour démarrer. Lorsqu'on parle de rachat immobilier de bureaux, on parle tout de suite sur des grosses sommes. Comment t'as organisé ça? Quelle a été la strat? Est-ce que ça a été une levée tout de suite? Est-ce qu'il y a eu un peu d'organique au début? Comment t'as géré le lancement qui demande quand même un peu de trésor? Moi j'ai fait donc au début c'est moi qui ai mis en organique. Très vite en fait on a vu qu'il y avait de l'intérêt, que ça commençait à prendre, donc j'ai préparé une première levée de fonds très friends and family. Ça, pour le coup, c'est l'avantage d'avoir plus de 40 ans, c'est qu'on a plus de chances d'avoir des amis qui ont plus d'argent, en fait, globalement. Donc, du coup, ça nous a permis de lever, et ça a été un coup de chance énorme, puisqu'on a levé en février 2020 à peu près 500 000 euros, et probablement, si on n'avait pas levé, le Covid nous aurait tués. Ça nous a permis de tenir, ça nous a permis de rebondir ensuite derrière, et du coup, là, on a fait une deuxième levée de fonds en 2022, qui est là plus orientée vers des investisseurs que je connaissais pas avant, des family office, un corporate, pour commencer un peu à structurer l'entreprise. Moi, j'ai jamais été trop dans une logique où on brûle énormément d'argent, où on a besoin vraiment de lever avec des montants gigantesques. Là, je prépare pour un peu une levée, celle qui nous permettra d'atteindre la rentabilité, avec en ciblant plutôt des investisseurs. Des fonds d'investissement plutôt. Ok, c'est hyper clair là-dessus, et c'est important aussi de se projeter pour ceux qui nous écoutent, de comprendre un peu comment ce modèle il évolue, parce qu'on a eu beaucoup de profils différents. À ce podcast, on a eu des gens qui ont des services, qui ont des SaaS. Toi, effectivement, c'est un système qui demande un peu plus de cash de base, effectivement. Aujourd'hui, en termes de clientèle, vous travaillez avec qui? C'est des grands groupes ou c'est des plus petites structures aussi? C'est quoi la typologie du client? Alors, on travaille vraiment avec une clientèle qui est de plus en plus large, uniquement en B2B et uniquement pour des entreprises
commence à être un peu d'une certaine taille, à partir d'une dizaine de personnes. On a beaucoup de PME et de startups. On travaille avec des grosses startups comme Content Square, comme DeepKey. On travaille avec des grands groupes aussi. On travaille beaucoup avec la Société Générale, avec la SNCF. On a fait toute une partie du siège de l'agence France Presse. Et puis on travaille aussi de plus en plus avec des administrations publiques. Il y a des obligations maintenant d'acheter de la seconde main pour leur mobilier. Et donc on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, des Finances, avec des collectivités. Donc globalement, on est parti plutôt sur petit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de boîtes ont envie de s'y mettre. On parle, je suis en train de regarder en même temps ce que vous avez fait sur le site, sur la partie réalisation. Vous parlez d'aménagement. Donc, il y a aussi cette notion d'accompagnement, de conseil qui est importante au-delà de la marketplace et de l'achat-revente. Est-ce qu'il y a aussi cette brique un peu accompagnement, je dirais pas forcément design, mais peut-être effectivement de réflexion. Peut-être qu'on y va. Tu me dis peut-être c'est du design et vous faites ça, mais cette brique conseil. Oui, alors nous on travaille dans la plupart des cas, on fournit juste le mobilier et après il y a des architectes qui interviennent ou bien c'est les entreprises qui font ça elles-mêmes. Après on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre, surtout dans les plus petites, qui avaient besoin de conseils sur comment organiser leur espace, où mettre la salle de réunion, où mettre les bureaux, les postes de travail, comment est-ce que je décore, comment est-ce que je fais de la décoration la même chose que pour le mobilier, c'est-à-dire je suis éco-responsable, j'essaye de pas acheter des peintures qui soient trop toxiques, de la moquette neuve, etc. Donc on a cette offre-là aussi, qui est pas l'offre principale, mais donc on peut accompagner une start-up ou une petite entreprise pour ces locaux, ouais. Aujourd'hui, est-ce que le côté management RH te plaît? Parce que souvent, l'entrepreneur, comme tu l'as dit, il est un peu seul, ou en tout cas, même s'il a des équipes, il a cette fameuse solitude. Est-ce que toi, ce côté humain, RH, te plaît? Ou est-ce que il a été plus difficile à travailler? En même temps, tu dis que tu es parti avec quelqu'un des gens de ton équipe, donc ça veut dire que ça fitait bien aussi. Ça fitait déjà bien. Ce côté RH, ouais. il est comment chez toi? Alors, moi, ce que je trouve qui est vraiment passionnant, c'est que ça fait 4 ans, bientôt 5, et j'ai l'impression d'avoir créé 3 boîtes, quoi. Parce que quand tu démarres, que t'es 4-5, c'est déjà un premier type de boîte. Quand tu passes à 10-12, c'est un deuxième type de boîte où les choses sont pas tout à fait la même chose. Il y a des choses que tu peux plus faire, mais il y a aussi des nouvelles choses. Et là, à 25, on a une vraie organisation, on commence à avoir un peu des pôles, on commence à avoir des vraies équipes et tout. Donc, à chaque fois, il faut se réinventer. Moi, je trouve ça assez passionnant. Ça peut être un peu usant aussi parce que on a l'impression que ça marche et puis en fait il faut tout le temps s'adapter, mais c'est aussi c'est lié au fait qu'on est en croissance et que donc il faut savoir changer, quoi. Entreprendre, est-ce que c'est dur? Oui. Alors moi je pense que c'est vraiment une question un peu de personnalité, d'envie, etc. Et si on n'en a pas envie, il faut vraiment pas le faire, quoi, parce que c'est dur, parce que je pense que on dit toujours c'est les montagnes russes, quoi, ou l'ascenseur émotionnel, mais toutes les métaphores sont assez justes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un jour où tu as l'impression d'être le roi du monde parce que tu as fait une super vente ou une super réalisation, et puis le lendemain tu trouves que t'es nul parce que il y a rien qui marche, qui va assez vite, etc. Donc oui, comment on gère ça? Parce que là, ce que tu remontes, non mais c'est intéressant, ce que tu remontes là, c'est le côté effectivement montagne russe. Ceux qui nous écoutent et qui ont déjà monté leur projet je pense savent de quoi on parle, mais comment ça se gère? Le côté frustration aussi, parce que ça peut en créer. Comment tu gères? Est-ce que ça demande une prise de hauteur? Est-ce que ça demande à l'inverse de bien s'entourer? Comment on gère? Oui, humainement, c'est difficile de dire que le jour 1 ça va, le jour 2 ça va pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est aussi essayer d'écouter les autres autour de soi, etc. Et les choses sont rarement aussi noires que ce qu'on pense les jours où on a les idées noires, quoi. Donc on fait quoi? On fait comme on ferme la télé, on ferme les infos. Ouais, c'est ça? Ouais, ou on peut. Non, mais il faut avoir des potes qui savent un peu te remonter le moral. Il faut regarder aussi. Enfin, moi je trouve que voir l'équipe qui fonctionne, etc. C'est un grand motif de satisfaction. Voir les gens qui sont rentrés, qui étaient très juniors chez nous, qui maintenant sont plus experts, plus aguerris, c'est aussi intéressant. Mais voilà. Mais ou alors il faut juste arrêter d'éteindre son ordinateur, aller regarder une série, aller dormir, et puis le lendemain sera sûrement meilleur.
Comme je te disais, les profils entrepreneurs, le cliché, c'est effectivement le profil un peu jeune. Non, mais tu vois de quoi on parle. On voit de sorties d'école de commerce qui montent la boîte et on ne sait pas si elle va durer. Il faut qu'on arrive à casser ça. Donc, c'est-à-dire que mettre aussi en place des profils plus seniors, mettre en place des profils de femmes qui entreprennent, il y en a énormément. Donc, c'est aussi les mettre en avant et casser cette image un peu fausse, voire totalement fausse. Toi, dans ton cas, ce qui va être important à noter, c'est le côté, comme tu l'as dit, peut-être amis et vie de famille. Comment on gère ça? Là où, peut-être quand on est plus jeune, t'as plus de temps peut-être, t'as peut-être moins d'engagement auprès de ta femme ou ton mari, t'as peut-être moins d'engagement auprès de tes enfants. Aujourd'hui, comment on gère ça quand on a cette vie-là? Est-ce que c'est possible déjà techniquement? Est-ce que ça se fait? Moi, je pense que c'est d'abord le sujet sur la féminisation, il est beaucoup plus important que le sujet sur l'âge, puisque en réalité, on est un peu déformé par les startups, mais les entrepreneurs, il y en a un peu de tous âges, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup trop masculins globalement. Moi, sur la vie de famille, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir bien conscience de ça et se dire que en tant qu'entrepreneur, on a une liberté et qu'on a le droit de l'utiliser. Moi, je pars vers 18h30, 19h. Je passe du temps avec mon fils le soir. Après, le plus souvent, je retravaille derrière, mais j'ai voulu à tout prix éviter le présentéisme que j'avais rencontré, que ce soit dans l'administration ou dans les grandes boîtes, où on reste jusqu'à 19h30, 20h, parce que tout le monde reste jusqu'à 19h30, 20h, et parce que on passe pour une feignasse si on part plus tôt. Moi, j'ai dit, voilà, je pars plus tôt parce que je veux voir mon fils et je veux pas le voir que le week-end, etc. Donc, je pense là-dessus, il faut aussi, on peut pas avoir que les effets négatifs, que les côtés négatifs de l'entrepreneuriat. Il faut aussi savoir se créer les positifs, quoi. Et je trouve très, très belle et très efficace l'image de dire on a une liberté qu'on s'offre, il faut l'utiliser. Oui. Il y a souvent un peu le côté j'ai pas envie de partir trop tôt ou j'ai envie de faire le truc un peu le soir en plus, qui fait qu'au final la boîte ne te sert pas toi. Tu vois, t'es au service de ta propre boîte, ce qui peut être entendable sur 1 ou 2 ans. Ok, très bien, mais à long terme, c'est pas possible. Oui, et puis c'est beaucoup aussi une question d'organisation dans le temps. Bon, après il y a un volume un peu. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se dire je peux couper, je peux prendre du recul aussi par rapport à ça, quoi. Tu as parlé rapidement d'administration. Est-ce que une petite dose d'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat dans l'administration pourrait faire du bien ou pas? Oui, en fait, honnêtement, d'abord, ça fait longtemps que je suis parti. Je vois ça maintenant plutôt de l'extérieur comme un citoyen. Après, j'ai pas vraiment l'impression que les choses forcément aillent toutes dans la bonne direction. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que je trouvais que l'administration, c'était, il y avait aucune incitation en fait. Si tu faisais mal, il se passait rien. Si tu faisais bien, il se passait rien aussi. Et du coup, c'est un système qui a tendance à pas forcément avancer, alors que le reste de la société avance. Je pense que ça. Enfin, je me méfie un peu des trucs des idées un peu reçues, genre oui, il faudrait plus de startups dans l'administration. C'est des énormes machines, c'est d'autres enjeux aussi que nous on gère. Après, c'est vrai que essayer de ne serait-ce que déjà mieux rétribuer les gens qui font bien, c'est déjà quelque chose d'encourageant, quoi. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus parce qu'effectivement, on a tous en tête des choses qui peuvent être améliorées, ou en tout cas, on a tous déjà eu une critique ou un mot un peu fort pour une institution ou autre. Donc après, encore une fois, comme tu dis, ça sert à rien de dire ouais, il faut absolument que ce soit esprit start-up partout. Mais peut-être que c'est intéressant d'avoir, et tu me l'as donné, ton retour sur l'inside. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup, si tu veux, moi, j'ai travaillé donc dans l'administration, j'ai travaillé dans des très grands groupes. Maintenant, je gère une toute petite entreprise. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est les effets de taille. C'est-à-dire, plus on est gros, moins on est agile, plus tout devient compliqué. Et du coup, je pense qu'un des sujets pour les grandes organisations et en particulier les administrations publiques, c'est d'arriver à essayer de trouver moins d'évoluer à plus petite échelle, en étant aussi peut-être plus proche des gens, des territoires, plutôt que d'être par exemple des ministères où tu as 2 millions de personnes qui sont gérées de façon centrale à Paris. Bon, on sait très bien que c'est très très compliqué à faire marcher, quoi. Aujourd'hui, évidemment, question centrale de ce format podcast, Charbon, est-ce que tu peux me donner ta définition
de charbonner ou d'aller au charbon? Mais c'est marrant d'avoir choisi charbon. Enfin, je me faisais la réflexion parce que c'est quand même pas trop la mode du charbon. C'est même C'est pas la plutôt mode du charbon, c'est plutôt l'énergie ouais. dont on essaye de se débarrasser, quoi, en fait. Donc, non, mais pour moi, aller au charbon, ça me faisait penser plutôt à une expression que j'avais entendue quand j'ai démarré ma carrière. C'était plutôt faire des faces nord, quoi. C'est-à-dire essayer de pas hésiter à aller là où c'est difficile et de pas oser se coltiner les difficultés, ouais. Ok, aujourd'hui, toi, t'as le sentiment d'aller au charbon, t'as passé cette étape. Et tu sais, il y a toujours ce moment un peu de rush quand tu montes ta boîte. Mm-hmm. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir dépassé ça ou ça allait toujours? Et comment on trouve un peu le rythme de croisière aussi? Parce que comme on disait juste avant, on peut toujours vouloir faire plus. Mm-hmm. Et en même temps, il faut aussi avoir conscience qu'au début, ça va être un peu hardcore et ça va être un peu des périodes de sprint. Et en même temps, garder en tête qu'il faut être dans le marathon et avoir une avancée qui est précise, qui va sur le long terme, parce que sinon on va se tuer à la tâche. Aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir passé cette étape ou tu es encore dans ce moment un peu de... Moi, j'ai l'impression d'être sorti du rush du début que tu décrivais, qui fait très peur parce que c'est le moment où si toi tu fais pas, il se passe rien. Donc là, c'est vraiment parce que tu as vraiment l'impression que tout est sur ton épaule. Et quand je dis tout, ça peut être des choses très importantes comme faire une proposition à un client ou des choses toutes bêtes comme passer à la banque, prendre une assurance. Enfin, donc tu jongles en permanence entre des choses ultra importantes, des choses sans importantes, mais obligatoires. Moi, j'ai l'impression de sortir un peu de ça. Après, on est encore au début de l'aventure et il y a encore beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure des outils, de tout ce qui est no-code et tout. C'est encore beaucoup moi qui met les mains là-dedans, mais c'est aussi parce que ça me plaît. Mais je pense que c'est provisoire, mais du coup ça veut dire que c'est positif, parce que ça s'améliore, quoi. Enfin, je me sens beaucoup moins au charbon qu'avant. Ouais. Je te pose la question parce que c'est important de prendre de la hauteur et de se dire ok, j'ai passé cette période un peu fast, de se dire ça va très vite. C'est pas fast, hein. C'est une période un peu hardcore. Moi, je trouve au contraire au début où je te dis justement c'est sympa parce qu'il y a plein de possibles, puis ça peut aller assez vite comme c'est toi qui fais tout, mais en même temps si tu te plantes, ça peut être aussi beaucoup plus dévastateur, quoi. Là, le fait d'avoir maintenant qu'on ait une équipe, qui a chacun un peu à son rôle, que ça puisse avancer sans que j'ai des choses très opérationnelles à faire, c'est assez formidable pour moi, ouais. Donc, est-ce que on peut dire que tout se joue au début? Ou en tout cas 80%, les 80-20, est-ce que ça se joue beaucoup au début? Moi, je pense que le point qui est important, je sais pas si tout se joue au début, mais le point qui est important, c'est d'être capable de regarder assez lucidement ce qui se passe et de pouvoir changer très vite. C'est un peu une tarte à la crème, hein, c'est de dire il faut savoir s'adapter très vite. C'est-à-dire si ça marche pas et il faut faire autre chose, il faut faire évoluer ton produit, faire évoluer ton business model, voire arrêter et faire quelque chose d'autre. Et moi c'est ça je trouve le danger un peu quand au fur et à mesure que tu construis ta boîte, c'est de pas réagir assez vite quand tu vois qu'il se passe quelque chose de bien ou qu'il se passe quelque chose de pas bien. Il y a vraiment ça. Pour moi, ça se joue pas forcément au début. Tu peux très bien faire des débuts catastrophiques. Il y a plein d'histoires de boîtes qui sont les premiers mois, les premières années ont été compliquées. Mais le truc, c'est d'arriver à pouvoir redresser la barre assez rapidement pour pouvoir ensuite trouver la voie du succès, quoi. Maxime, Bluedigo dans 6 mois, Bluedigo dans 6 ans. Ouais. Vous êtes où? Alors dans 6 mois, moi ce que je voudrais, c'est qu'on ait vraiment qu'on ait suscité la curiosité de tout le marché, de tous les gens qui aménagent des bureaux et qui se disent tiens finalement c'est par eux que je vais passer et je vais m'équiper en mobilier reconditionné avec eux. Enfin et pas forcément pour 100% de ce dont j'ai besoin, mais par exemple, je vais acheter
vous avez les tables, vous n'avez pas forcément encore toutes les chaises. Vous pouvez vous dire, je vais prendre les chaises en seconde main parce que c'est moins cher. Donc ça, c'est vraiment dans 6 mois, ce que je voudrais, c'est que tout le monde se dise, ah oui, il y a cette possibilité-là qui existe. Et dans 6 ans, c'est que tout le monde les fait réellement et soit passé par nous. Et moi, si tu veux, mon objectif, mon idée aussi derrière la création de Bluedigo, c'est de montrer que on peut faire une transition écologique, on peut rendre un secteur beaucoup plus écologique et beaucoup plus circulaire. Et je pense que c'est tout à fait jouable avec le mobilier de bureau. Il n'y a pas de problème d'obsolescence technologique, le reconditionnement, ça peut se faire sans problème. En réalité, dans des espaces de travail, quand tu as de l'occasion ou du neuf, les gens savent pas faire la différence très très rapidement. Donc l'idée, ce serait de me dire que dans 6 ans, chaque fois qu'il y a un nouvel aménagement de bureau, il y a 20, 30, 50% du mobilier, c'est de la seconde main, et que tout ce mobilier a été acheté sur notre marketplace. Ouais. Ok, mais c'est hyper clair. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Qu'est-ce qu'on se souhaite? Est-ce qu'on vous souhaite d'équiper tous les plus gros sièges du CAC 40 et en même temps de bosser avec les PME? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Moi, je voudrais qu'on continue à avoir à la fois cette clientèle très variée, où on apprend beaucoup, on apprend énormément avec les grands groupes, mais c'est aussi très intéressant de voir les problématiques des entrepreneurs, des gens comme nous, quoi. Donc voilà, ce qu'on nous souhaite, c'est je pense, de continuer le développement qu'on a eu jusqu'ici, ouais. Merci Maxime, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Beaucoup. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous. N'hésitez pas à aller checker Bluedigo, évidemment. Je suis sur le site en même temps que je vous parle et il y a des très belles choses et des très beaux exemples. La seconde main, le reconditionné peut être plus que quali, peut être bien sélectionné comme vous le faites et peut rendre vos bureaux hyper attractifs. Donc c'est important, et surtout vous faites une bonne action et vous êtes dans la logique du monde qui avance et du monde qui, je l'espère, avance dans le bon sens. Merci encore à toi Maxime, merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon.